Bonjour, je vais poursuivre mes réflexions en lien avec les facteurs qui font la qualité du processus de recrutement. La dernière fois, je vous avais parlé de l'importance du processus de recrutement. Plus précisément, je vous avais parlé de la cohérence du processus de recrutement et je vous avais présenté notamment la méthodologie qui est celle de Martori et Crozet, qui sont deux consultants en ressources humaines. J'en arrive maintenant dans mon 3.2 à l'importance des facteurs contextuels. Le recrutement n'est pas qu'un processus harmonieux qui se déploie dans le temps. C'est aussi, nous dit Pierre Loire, un rapport triangulaire complexe. Pourquoi Pierre Loire parle-t-il de rapport triangulaire complexe? C'est un rapport triangulaire entre, d'un côté, des candidats, qui constituent la ressource, de l'autre, une organisation représentée par ses dirigeants et par son encadrement, ou par les consultants qu'elle a mandatés. Et puis troisièmement, troisième pôle du triangle, un contexte particulier. On recrute toujours dans un contexte particulier pour un contexte particulier. Et ce contexte particulier, il dépend notamment de la conjoncture économique, de l'état du marché ou des marchés du travail à un instant T et du cadre institutionnel. Donc finalement, au-delà de la dimension purement technique, purement instrumentale, la qualité du recrutement va dépendre de trois facteurs contextuels qui sont en lien avec le rapport triangulaire complexe dont parle Pierre Loire. Ces trois facteurs contextuels sont les suivants: le réservoir des candidatures, les choix de sélection, les modes d'intégration des salariés. Je vais passer en revue ces trois éléments. J'en arrive donc à mon point A, la base de recrutement, en lien avec le réservoir des candidatures, donc la base de recrutement. Quand la base de recrutement est large, c'est-à-dire quand l'entreprise dispose de beaucoup de candidats potentiels, il va falloir soigner tout particulièrement le filtrage des candidatures. On pourrait dire que quand l'entreprise elle se trouve dans ce cas de figure-là, le contexte permet d'être exigeant. Il faut donc filtrer les candidatures. Dans la situation inverse, quand la base de recrutement est étroite, quand on a du mal à attirer des candidatures, ce qui va compter, ça va être de mettre en place des actions pour élargir la base de recrutement, autrement dit, pour attirer les candidats. L'enjeu, c'est d'attirer les candidatures. J'en arrive maintenant à mon point B, avoir des critères de sélection précis ou relativement ouverts, en lien avec les choix de sélection. Avoir des critères de sélection précis ou relativement ouverts. Le processus de sélection, il repose en fait sur une hypothèse. Le processus de sélection repose sur l'hypothèse que les individus ont des capacités différentes les uns des autres. Les psychologues parlent d'aptitude. Et donc, qu'ils auront des niveaux de performance au travail différents. Les instruments de sélection permettent normalement de mesurer ces écarts, permettent de mesurer les écarts qui existent entre les individus et de les mettre en rapport avec les critères de réussite correspondant aux emplois à pourvoir. D'une manière générale, que peut-on dire là-dessus? D'une manière générale, moins on explicite en amont les critères de réussite dans le poste, plus la subjectivité va jouer. Et plus les risques de discrimination à l'embauche sont importants. Il faut d'ailleurs rappeler, c'est un point très important, que d'un point de vue légal, les méthodes utilisées par le recruteur ne doivent avoir pour objet que l'appréciation des capacités à occuper l'emploi considéré. Ça, c'est ce que dit le Code du travail. Et pour chaque recrutement, les critères choisis doivent donc expliciter de manière précise les exigences liées au poste pour lequel on recrute. Ces exigences, elles peuvent être techniques, professionnelles, comportementales, relationnelles
ou autres. Alors évidemment, c'est sur les critères de type comportemental que l'on trouve potentiellement le plus de débordements. Mais il est donc très important de mettre en correspondance, de pouvoir mesurer les écarts entre les candidats du point de vue de leurs aptitudes, de leurs capacités professionnelles, et de pouvoir mettre en relation ces écarts, les écarts que l'on constate, que l'on mesure à un instant T, avec les critères de réussite qui correspondent aux emplois pour lesquels on recrute. J'en arrive maintenant à mon point C, accompagner ou non l'insertion professionnelle des recrutés. Ce point est en relation avec les modes d'intégration des salariés. La manière d'accompagner ou non les candidats dans leur insertion professionnelle dépend en fait de la place qu'on leur réserve dans l'entreprise et des opportunités offertes par le marché. Je vais apporter une précision. Plus on souhaite une intégration forte et où plus on craint des débauchages externes, plus on est incité à soigner l'insertion professionnelle des nouveaux entrants. On va alors jouer sur différents leviers. J'en cite quelques-uns. On va jouer sur le levier, bien évidemment, que constituent les rémunérations. On va essayer de rendre attractives les rémunérations pour éviter, par exemple, une situation de débauchage ou un départ prématuré, ce qui coûterait cher à l'entreprise. On va aussi pouvoir jouer sur les avantages périphériques au salaire, les primes, les bonus ou autres, qui peuvent être une source de motivation. On va également jouer sur les programmes de formation et de développement des compétences pour inciter les salariés à rester dans l'entreprise. Ou alors on va jouer sur les conditions de travail. On va les rendre attractives. On va essayer de créer une bonne ambiance de travail. On va tout faire pour faciliter le travail et l'insertion du nouveau venu dans son équipe. Ou alors, autre possibilité, on va jouer sur la gestion des carrières. On va proposer des plans de carrière attractifs aux nouveaux entrants. Par ailleurs, la qualité de l'accompagnement dans cette phase d'intégration, la qualité de l'accompagnement va avoir des conséquences sur l'implication des salariés dans l'entreprise et sur les compétences qu'ils vont pouvoir développer. Du point de vue de l'implication, tout dépend des attentes des personnes embauchées. Bien évidemment, l'idée c'est de répondre aux attentes des personnes embauchées. Que veulent-elles? Veulent-elles prendre des responsabilités? Veulent-elles développer de nouvelles compétences? Recherchent-elles un statut stable? Est-ce que la priorité pour les personnes, c'est d'avoir une rémunération attractive? Est-ce qu'elles accordent une grande importance à l'ambiance de travail? Est-ce qu'elles souhaitent s'investir dans un projet porteur de sens? Voilà des questions que l'on peut se poser. L'idée, c'est de bien connaître, de bien cerner les attentes et les besoins des candidats pour essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Du point de vue de la compétence, cette fois-ci, le choix de l'accompagnement va dépendre du type de compétences attendues. Quelles sont les compétences que l'on cherche à voir émerger? Plus les compétences sont difficiles à acquérir, plus l'accompagnement va devoir être soigné, plus il va falloir investir dans l'accompagnement et mobiliser des ressources, comme le coaching, le tutorat, le parrainage ou autre, la mise en doublon avec une personne expérimentée, par exemple. J'en ai terminé avec ma section 1. L'approche que j'ai développée était essentiellement instrumentale. Dans une section 2 que j'entamerai la prochaine fois, je passerai en revue différentes grilles d'analyse. Cette section 2 s'intitule « Perspective critique ». Au revoir.